première chose qui vous vient quand on vous parle de la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, ce serait probablement les vers de la chanson Respect d'Aretha Franklin. En fait, quand on regarde les photos de l'époque, en noir et blanc, on a l'impression que ce temps-là, ce temps de la haine, ce temps des pleurs, ce temps où on partageait même pas son verre d'eau ou son urinoir, tout ça, on a l'impression que ça s'est passé il y a des siècles. Pourtant, on situe la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis vers 1968. Je vous laisse faire le calcul, ça fait que 59 ans. En d'autres termes, en 1968, le livre de la jungle est sorti sur les écrans français. En 68, la France se soulevait contre ce gouvernement qu'il trouvait trop restrictif. En 1968, 2001 l'Odyssée de l'espace est sorti et a révolutionné le cinéma américain et mondial. Dites-vous donc que Sandrine Kiberlin, Mathilde Seigner et Lucy Liu sont toutes les trois nées dans un monde où les Afro-Américains venaient de gagner le droit de boire à la même fontaine que les Euro-Américains. Et après cette parenthèse, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la série Éthiobeur ? En fait, j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'est très récent pour plusieurs raisons. Le racisme aux États-Unis est différent du racisme en Europe ou en France. Aux États-Unis, il se base sur de la haine pure. La personne raciste aux États-Unis veut ta mort. Il veut te torturer, te réduire en pièces. Pour lui, tu n'es qu'une tâche dans son univers parfait. Tu es un sous-homme qui a pris la place de la vraie race d'humains qui est toujours, dans les idéologies racistes, une victime. Il y a une envie de titiller la sensibilité de la personne en face pour arriver à la confrontation et à la violence. Il n'y a pas de dialogue, puisque la liberté d'expression laisse aux citoyens américains le choix de dire ce qu'ils veulent. Au nom de la liberté d'expression, on refait l'histoire. Ainsi, selon les suprémacistes blancs, les noirs, les juifs ont pris le pouvoir en utilisant les métis, considérés comme des hybrides, et ils voudront ainsi imposer leur mode de vie aux innocents blancs. Selon les suprémacistes noirs, les blancs ont toujours été des sous-hommes qui, jaloux des noirs, ont tout brisé à l'aide de leur technologie. Ils ont massacré les noirs d'Europe, blanchi la peau de Jésus et détruit le nez des pyramides pour effacer l'hégémonie culturelle des noirs sur le monde. Je vous le dis, on n'hésite pas à refaire l'histoire. Et si on remet en cause votre idéologie, accusez simplement les chercheurs d'être des racistes ou des gauchistes à la solde du progrès. Le racisme et l'exclusion aux États-Unis est sans fin parce qu'il est à la naissance même de leur société et de leur histoire. Alors, finalement, qu'y a-t-il d'étonnant au fait que le racisme ne se soit pas arrêté net avec la fin des lois ségrégationnistes ? Et pourtant, en 88, on pensait que c'était la fin. On pensait que c'était la fin de la haine, la fin de la violence. La guerre du Vietnam était terminée, on pensait que dans un monde post-Tchernobyl où la guerre froide ne semblait plus faire autant de sens qu'avant, peut-être que ça irait mieux. La communauté afro-américaine aux États-Unis commençait à être entendue, reconnue. Avec la démocratisation du sport et le nouvel idéal de beauté masculin, l'homme noir devient athlétique. Son corps défini, musclé, passe de monstrueux, de bête de somme, proche de l'animal, à admirer, respecter. On prend ses conseils pour avoir le même corps que lui. Avec l'avènement de l'humoriste Eddie Murphy, l'homme noir devient drôle, devient étonnant, non pas parce qu'on peut se moquer de lui, mais parce qu'il est drôle, profondément. Il sait faire de l'esprit. Avec le show d'Oprah Winfrey, la femme noire, criarde, insupportable, ignare, s'intéresse à l'autre. On cherche chez elle une seconde mère, une empathie profonde. Depuis La couleur pourpre de Spielberg, les violences subies par les Afro-Américains dans leur propre communauté et par la société en général sont discutées au grand jour. Et tous ces éléments sont assez pour faire enrager plusieurs organisations suprémacistes blanches. Alors j'aimerais quand même préciser quelques points. Il y a une différence entre être fier et entre être suprémaciste. Le concept de blancheur est américain. Donc pour vraiment faire un bon parallèle que tout le monde peut comprendre, on va plutôt prendre un exemple chez nous en France. Être fier d'être français, c'est aimer appartenir à la nation française. C'est aimer ses paysages, son architecture, sa culture, sa cuisine, son savoir-faire, sa langue, son art, sa technique. On peut aimer d'autres cultures, bien sûr, on peut être intéressé par la Chine, par le Japon, les États-Unis, le Maroc, mais on aime quand même être français et on est à l'aise avec ça. Être fier, c'est affirmer sans honte que l'on est français et qu'on en est satisfait. Point. Être suprémaciste français,
c'est différent. C'est considérer que le peuple français doit dominer les autres puisqu'il est supérieur à tous les autres. Il y a un sentiment de supériorité, c'est le facteur qui change tout, la supériorité. Et ce facteur-là mène à la violence, à l'agressivité face aux autres. Aux États-Unis, la suprématie blanche est un peu différente. Pour eux, la culture blanche américaine se base sur la culture du sud des États-Unis. Oui, les esclavagistes, oui. Et un des films qui est le meilleur pour représenter cette culture du sud des États-Unis, c'est Autant en emporte le vent. Les femmes sont des Southern Belles, vous excuserez mon accent anglais, avec une garde-robe magnifique, une étiquette, des magnifiques valeurs, tout en étant très fortes puisqu'elles ont aidé à reconstruire le sud. Les hommes sont valeureux, ils veulent défendre leur mode de vie, jalousés par les blancs du Nord qui, eux, n'ont pas accès à leur richesse et à leur classe. Sauf que toute leur richesse en question, c'était basé sur l'esclavage. C'était basé sur l'esclavage, sur le travail forcé, sur les fermes à bébés, les combats de mandingues, la séparation de famille, et j'en passe encore. Hein. C'est très simplifié, mais c'est ce dont les suprémacistes blancs se réclament quand ils se battent pour ce drapeau. Et ce drapeau-là, que vous avez probablement déjà vu, c'est le drapeau confédéré. Les suprémacistes blancs considèrent que l'esclavage était une nécessité pour l'économie et leur mode de vie, et minimisent clairement les violences de l'esclavage en affirmant que la grande majorité des esclaves étaient bien traités, voire même étaient heureux. Les plus haineux considèrent que l'esclavage est mérité, parce que les Noirs méritent ce traitement. Ils souhaitent donc un retour à l'esclavage ou, pour les plus princiers, pour les plus ouverts d'esprit, le retour des lois Jim Crows. Vous savez, hein, ne pas boire à la même fontaine, etc. Roses are red and violets are blue and niggers are black. You know that's true, but they don't mind, cause what the heck? You gotta be black to get a welfare check. Nigger, nigger, tell them lies. Black face and bloodshot eyes. Crooked toes and crooked nose. That's the way a nigger goes. That's how he goes. They're marching for equality. They'll never be as good as me. We won't let them integrate. We must always segregate. Keep them in their place. Alors, sachez que je parle beaucoup des Noirs, mais globalement toutes les ethnies sont visées. Hein. Les Juifs en tête, qu'ils accusent d'être à la tête du monde, et surtout, un élément très important, on ne parle pas de tous les Blancs. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie différence entre les Européens et les Blancs d'Amérique. Il y a deux choses différentes. Les Blancs d'Amérique, dont parle la suprématie blanche, ce sont les WASP, les Blancs anglo-saxons protestants. Donc majoritairement les Anglais, les Allemands, les Suédois, etc. Les catholiques, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, ils sont pas inclus. Hein. Notons également que les suprémacistes blancs américains sont adeptes de ce qu'on appelle l'accélérationnisme. C'est une idéologie qui dit qu'en multipliant les actes terroristes, les actes racistes, contre les civils, contre la police, qu'ils accusent aussi de trop protéger les minorités ethniques, alors ils accéléreraient l'arrivée d'une guerre raciale inévitable. Pour eux, c'est inévitable. On ne peut que se faire la guerre. À la différence de la France, aux États-Unis, il n'y a pas de loi anti-discrimination et la liberté d'expression fait partie de la Constitution. Donc, les organisations racistes suprémacistes, qu'elles soient blanches, noires, etc., ont le droit de manifester, d'avoir des sièges, d'avoir des médias, d'avoir des films. On les laisse tranquilles tant qu'ils ne perturbent pas l'ordre public. L'un des plus connus, j'ai même pas à vous le présenter, c'est le Ku Klux Klan. Mais le second, c'est la résistance blanche aryenne. Et on va se pencher un peu plus sur celui-là. Ce mouvement a été créé en 1983 par Tom Metzger. Né en 1938, Metzger fait partie de l'armée. Puis il s'est impliqué dans des mouvements anticommunistes, puis des Minutemen, qui est quand même un groupe assez violent. Et la violence, c'est le bon mot pour le caractériser. Quand vous lisez les différentes biographies à propos de Metzger, on ne compte pas le nombre d'organisations racistes violentes auxquelles il a appartenu. On peut compter le Ku Klux Klan, bien évidemment, et la fraternité aryenne, qui avait pour l'habitude d'harceler les immigrés vietnamiens, les sino-américains et les latinos. On peut aussi noter le fait qu'ils patrouillaient le long de la frontière mexicaine pour fracasser les immigrants illégaux qui
tentaient de passer la frontière. Mais il faut préciser aussi quelque chose de particulier. Metzger avait beaucoup de respect pour l'organisation Nation of Islam, une organisation afro-américaine, notamment parce qu'à l'époque, le chef de Nation of Islam était Louis Farrakhan. Louis Farrakhan était antisémite. I have been critical of some aspects of Jewish behavior toward black people. I have never been, I am not now, anti-Semitic. I do not hate the Jewish people, nor do I hate Arabs, nor do I hate people for the color of their skin or for their faith tradition. After all of these faiths spring from the one God and from Abraham. Pro everything and mostly everybody. You are not the chosen of God. You are the chosen of Satan. I'm talking about the wicked ones in the Jewish community that run America, run the government, run the world, own the banks, own the means of communication. They are my enemies. Et il demandait, et militait d'ailleurs, pour la séparation des races. Je précise cette information pour démontrer l'aspect très contradictoire du personnage. En 83, il va se séparer du mouvement pour créer sa propre organisation, la Résistance blanche aryenne. Et à partir de là, il va créer une organisation tentaculaire. Metzger obtiendra sa propre émission sur une chaîne du câble. Hi, I'm Tom Metzger, your host for Race and Reason. Race and Reason dedicated to real free speech. That small island of free speech in a sea of controlled and managed news. Il va multiplier les interviews. Dans cette émission, il recevra des anti-avortements, des négationnistes, donc ceux qui pensent que l'Holocauste n'a jamais existé, je vous jure que ça existe, des néo-nazis et des pro-ségrégation. Mais c'est vraiment en 1988 que sonne l'apothéose de la carrière de Metzger et de son fils John. Il va créer l'Aryan Festival. C'est un festival dédié à la haine raciale. En novembre 1988 arrivera l'événement qui mettra la première pierre à l'édifice de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais pour cela, laissez-moi vous parler un peu de Geraldo Rivera. Cet animateur a fait sensation à la fin des années 80 en présentant une émission de débat. Bon, en réalité, c'est surtout une émission basée sur le sensationnalisme, l'insulte, l'humiliation, des bons choix à l'américaine comme on adore. En novembre 88, alors à l'apothéose de la création d'organisations racistes, Geraldo Rivera a l'idée d'organiser un débat regroupant plusieurs représentants d'organisations de défense des droits des minorités. Donc on a des juifs, un leader des droits des Afro-Américains, Roy Innis, connu pour ses idées très polémiques, comme par exemple le fait de vouloir une séparation entre les noirs et les blancs, retour à la ségrégation en soi. En face, on a notre fameux suprémaciste blanc Metzger et un autre suprémaciste, Bob Eck. Après 38 minutes de débat bien houleux, Okay, we're two fronts. We're fighting a civil war between our own people. Racially conscious white people need to preserve their heritage and culture. That's the first problem. Wait a minute. The second problem is we're going after the United States government full force. They are our number one enemy. We're going after them because they cause us problems. Recently in California, a group of skinheads, racist skinheads, slit the throat of a young Hispanic woman. They wanted to make a point and to scare minority people. Do you endorse that activity? Listen, let's get to the real issues here. Why are you curbing? Why are you beating around the bush, Jerry? Look at Jerry King. That was your former name, wasn't it? It wasn't, and I really recommend that you don't push me too hard. All new guests. We got this right from your writing. Do you not believe, sir, that Adolf Hitler and the Nazis were heroes? What's that from my writing? Please tell me what you're talking Do you answer the question, please? Heroes? Yeah. I guess, sure. They took up a struggle. Cut through the bull. Yes, you did. Yeah. They were In 10 years, they did what the National Socialist Party in Germany, did something that no one else has ever done. In that time, they turned the entire economy around and created a state that was in an unparalleled. And almost wiped out a race of people. What about Joseph Stalin? Almost wiped out a race of You people. can't put the supposed 6 million on Adolf Hitler, man, because Joseph Why? Stalin, You can't? JFK, You can't? every man. The Holocaust, did it happen, Bob Hike?
resistance says that our country has been national white resistance. Our country has been invaded by the Hispanics, raped and deceived by the Jews, and maligned and fornicated on by the blacks. Should we respond with anger or with sympathy? I came here prepared to be very angry, but I feel very good because I see a cross-section of Americans here, and they're in good shape. On assiste à une scène incroyable à la télé américaine. Why are you afraid to let other people speak? Why are you not like other minorities and allow other people to pursue whatever happiness they find in whatever religion they find, whatever color they happen to be? You don't let anybody answer a question, and if you don't have a question like this lady over here, you tell her to shut up. What are you afraid of? The reason why I do that is because I get sick and tired of hearing the sob stories from kikes. I get sick and tired of seeing Uncle Tom here sucking up, trying to be a white Go ahead, Roy, go ahead. Now, let me tell you. Sit down. Hey, you gotta be kidding. You gotta be kidding. You gotta be kidding. Hey, hold it. Hold it. Sit down. Là, ce que vous venez de voir, c'est Bob Eck qui insulte Roy Innis de Oncle Tom. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Oncle Tom, c'est un personnage qui vient du roman La case de l'oncle Tom, publié en 1852. Dans ce roman, l'oncle Tom est un vieil esclave très patient, très gentil, compréhensif, qui fait tout pour se rendre agréable à ses maîtres, qui le traitent d'ailleurs très gentiment. Alors, on dirait pas comme ça, mais ce livre est anti-esclavage. Et on l'accuse même d'avoir provoqué la guerre de sécession. Mais l'oncle Tom est une caricature. C'est l'équivalent littéraire de l'expression « nègre de maison ». C'est un noir qui est prêt à tout pour se rendre agréable aux blancs, quitte à marcher sur sa propre communauté, et du point de vue suprémaciste blanc, ce type de personne est encore plus méprisable que les suprémacistes noirs, parce qu'il n'a aucune fierté et il n'est motivé que par l'appât du gain ou le fait de bien se faire voir. Et là, ce que vous venez de voir, c'est une mêlée générale, où de nombreux membres du public et dans les coulisses viennent de rentrer sur scène pour se tabasser les uns les autres. D'ailleurs, petite parenthèse, Geraldo Rivera aura le nez cassé. Parce que la chaise là, que vous venez de voir voler, elle a atterri dans son nez. Et parmi eux, parmi cette immense mêlée, on peut voir ce qu'on appelle à l'époque des skinheads. Alors, si en 2023, un skinhead c'est surtout une esthétique, le fait d'avoir les cheveux rasés, des grosses docks, la petite veste en cuir qui va bien, dans les années 80, les skinheads étaient réputés pour avoir des idées extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite. C'était un mouvement idéologique qui disait que pour se faire entendre, il fallait être violent, que la non-violence, en fait, c'était la passivité. Les skinheads, c'était l'inverse total des hippies des années 60-70. Bon, faut pas se mentir, la plus grande majorité des skinheads faisaient partie des mouvements suprémacistes blancs. Ils avaient pour l'habitude de se promener en bande et de fracasser à coups de batte de baseball non seulement les non-blancs, mais aussi les gays, saccager les cliniques d'avortement, etc., etc. D'ailleurs, si jamais, si vous avez déjà entendu le mot « pac-pac », sachez que ça vient des skinheads. Voilà, c'est un mot qui est censé désigner les personnes d'ici, donc du sous-continent indien. Si jamais vous utilisez pac-pac, je veux juste que vous sachiez que ça a été inventé par des skinheads. Voilà. Quand je vous dis ça, vous devez forcément faire le lien avec Metzger. Pour lui, les skinheads étaient comme une sorte d'armée qu'il fallait juste organiser ensemble. Et c'est ce que va faire le protégé de Metzger, Dave Mazzella. Il va se rendre dans la ville de Portland, dans l'état d'Oregon, et va créer la East Side White Pride. En français, la fierté blanche de la côte Est, composée de skinheads. Là-bas, il va structurer un véritable clan, alors qu'il n'y avait que des petits groupes qui erraient dans la ville à la recherche de personnes à tabasser. En mars 1988, d'ailleurs, un homme asiatique avait été piétiné à mort devant sa femme et sa fille. Et là, vous allez me dire, ça répond pas à ma question. Quel est le rapport avec l'Éthiopie ? L'Éthiopie de la fin des années 80 est elle-même marquée par la violence et par la pauvreté imposée par le régime du Derg qui connaît déjà son déclin. La famine a ravagé le territoire. On se cache, on essaie de résister, mais c'est le début de la fin de l'espoir. Les Éthiopiens apprennent un nouveau mot, l'émigration. Alors même qu'ils sont si fiers de leur drapeau, de leur nation, de leur histoire, ils comprennent peu à peu que rien ne leur sera épargné, qu'aucun chef du monde libre ne leur portait une aide plus importante que quelques sacs de riz, qu'aucun dirigeant soviétique ne comptera arrêter la folie meurtrière et paranoïaque
de Mengistu Haile Mariam. Alors, l'espoir meurt. Les magnifiques paysages deviennent des prisons à ciel ouvert, où personne ne sait quand son heure viendra et de quelle manière. Personne ne sait qui va être battu, accusé à tort par la police, tué ou affamé jusqu'à avoir prêté allégeance. Personne ne le sait. Alors peu à peu, alors même qu'il est interdit de quitter le pays, les villages et les vallées se vident des enfants et des jeunes. Les prodiges fuient vers l'Europe et les États-Unis et vont créer à Washington DC et Seattle de grandes communautés éthiopiennes qui deviendront des points de ralliement pour l'immigration. Et Mulugeta Serao fait partie de ces prodiges. Né en 1960, Mulugeta aurait pu être n'importe quel autre jeune ambitieux de l'époque. Il est né dans une famille d'agriculteurs des hauts plateaux et est descendu à Addis Ababa pour aller au lycée dans les années 70. Et puis en 1974, l'Empire fut renversé. Mulugeta vit de lui-même la violence du régime, que l'on appelle aujourd'hui la terreur rouge. Mais à la différence de beaucoup de jeunes, il avait un plan. Son oncle était lui-même parti aux États-Unis, le Graal, la représentation même de la liberté. Là-bas, on pouvait tout dire, tout faire. On pouvait vivre sans avoir cette peur, cette boule au ventre d'être tué sans avoir rien fait. Là-bas, il pourrait construire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Alors, il devait travailler. Il devait travailler à l'école, faire énormément d'efforts, parce que la clé était dans sa main. Alors, Mulugeta, 17 ans, donna tout ce qu'il avait. Il obtint son bac et son père, qui croyait en lui, qui savait qu'un jour il irait loin, joua un coup de poker. Il donna toutes les économies de sa vie pour que son fils puisse payer ses études là-bas, sur cette terre qu'il ne connaissait pas, mais qu'il savait si vaste dans son champ de possibles. En 1980, Mulugeta avait 20 ans quand il posa le pied sur le sol américain. C'est le début de l'âge adulte, mais il était encore si jeune pour comprendre qu'il venait de mettre les pieds à Portland, dont le surnom était la capitale des skinheads. Il s'installa avec son oncle et ne rechigna pas à la tâche. Il savait parfaitement que rien ne lui serait donné d'avance. Mais Mulugeta était un homme d'honneur. Il avait laissé derrière lui sa petite amie, NLM. Il l'aimait, il lui devait la sécurité, la protection et l'amour. Et d'ailleurs, il lui avait laissé une trace éternelle de ce qu'il ressentait, qu'il avait prénommé Enoch. Mulugeta décida alors de travailler extrêmement dur pour pouvoir la faire venir, elle et leur petit garçon. Il allait à l'université le jour, pour étudier les affaires et le commerce, et à côté, pour vivre et envoyer de l'argent à sa famille et à sa petite amie, il enchaînait les petits boulots. Il travaillait dans une entreprise de location de voitures et en même temps, il était gardien dans une école. Il s'occupait de la propreté. Mulugeta était d'ailleurs adoré par les élèves, là où il travaillait. Mais il avait besoin de plus. Alors il trouva un petit job, tout simple, de conducteur de bus, pour l'aéroport de Portland. Il gagnait 5$ par heure, mais il envoyait quasiment tout à sa petite amie et à son fils. Et lorsqu'il avait un peu de temps, il s'impliquait dans la communauté éthiopienne de Portland, qui se structurait peu à peu. Et puis peut-être que parfois, il pensait à sa mère, qu'il avait perdue quand il avait 10 ans. Et peut-être que quand il était seul chez lui et qu'il allumait la télévision, il tombait sur la chaîne ABC, une des plus grandes chaînes des États-Unis. Peut-être a-t-il vu une des interviews de Metzger, la coqueluche de tous les médias à l'époque. Mulugeta touchait bientôt du doigt son rêve. En octobre 88, il appela NLM et Enoch, comme il le faisait souvent. Il annonça à NLM qu'il avait enfin commencé les procédures pour les faire venir. Et puis, il demanda à son fils ce qu'il voulait comme cadeau des États-Unis. Enoch répondit qu'il voulait une paire d'Adidas et un maillot de foot. Le 12 novembre 1988, Mulugeta, Tlahun et Wonwosen participent à une de ces soirées qu'on improvise au dernier moment, qui font partie des meilleures d'ailleurs. Une de ces soirées où la bonne nourriture et les relations sociales s'entremêlent, une soirée qui finit tard. Mais Mulugeta devait travailler tôt le lendemain. Ses amis refusaient de le laisser rentrer seul. Alors, ils décidèrent de partir tous les trois dans la voiture pour aller le déposer chez lui, dans une petite banlieue tranquille américaine, anonyme, à la Wisteria Lane un peu. Puis, ils avaient passé une bonne soirée. Alors ils en discutèrent, tout en faisant des petits adieux à la fenêtre, garée au milieu de la rue. Soudainement, une voiture derrière eux arriva. Les jeunes, à l'intérieur, excités comme des puces, leur hurlèrent de bouger la voiture, en ajoutant des insultes racistes. Mais les Éthiopiens n'étaient pas du genre à se laisser faire. Alors ils répondèrent de plus belle. Serao, pourtant, demandait à tout le monde de garder son calme. Il était déjà tard, ça n'en valait pas la peine. Alors il sortit de la voiture et essaya de partir vers la porte, en espérant que ça puisse calmer un peu ses amis et les trois jeunes. Mais peut-être qu'il n'avait pas remarqué le crâne rasé de ces trois jeunes gens. Ils s'appelaient Kyle Brewster, Ken Miske et Dave Tracer. Eux aussi sortaient d'une soirée.
bien moins bon enfant cependant. Ils avaient passé la nuit à boire, à lire des œuvres racistes, avec leurs petites amies, elles-mêmes dans la même idéologie. Alors quand ils ont fait face à l'opportunité de leur vie, de prouver leur valeur, de prouver leur supériorité, celle que tous ces livres, toutes ces émissions, toute cette musique leur avaient promis, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Leurs petites amies les ont encouragés, il y aurait de quoi raconter quelque chose le lendemain, quelque chose d'héroïque. Alors Brewster, Miske et Strasser sont sortis de leur voiture et ils ont commencé à défoncer les fenêtres de l'autre voiture à coups de batte de baseball. Mulugeta, en se rendant compte de ce qu'ils étaient en train de faire, a fait demi-tour, a essayé d'aider ses amis. Les trois skinheads ont sorti Wondwosen et Tlahoun de la voiture à la force de leurs mains et ont commencé à se déchaîner dessus. De peur, Tlahoun est monté dans la voiture et a fui, en laissant ses deux amis derrière lui. Ils se sont déchaînés sur les jambes de Wondwosen avec leurs grosses bottes à clous et des coups de batte de baseball. Puis, ils s'en sont pris à Mulugeta. Alors qu'il se battait pour sa vie et qu'il était de dos, Miske lui donna des coups de batte de baseball en pleine tête. Alors inconscient à terre, Mulugeta ne bougeait presque plus. Miske continua alors, sous l'impulsion des filles, restées en retrait pendant l'assaut. Elle l'acclamait. « Tue-le! Tue-le! Tue-le » Alors il s'acharna sur la tête de Mulugeta, encore et encore, alors même qu'il n'était déjà plus. Les trois hommes et leurs petits amis remontèrent dans leur voiture, en laissant Mulugeta dans une mare de sang. Mulugeta Serrao avait survécu à la terreur rouge, à l'Empire, aux difficultés d'intégration, avait travaillé extrêmement dur et il était mort. Mulugeta Serrao mourut à l'âge de 28 ans, sur un trottoir du pays de la liberté. Très vite, la rumeur s'est répandue, mais n'a pas été démentie. Les skinheads ont tué, encore une fois. Les journaux confirment. Mulugeta Serrao avait été assassiné. Et cet acte de violence extrême, cette horreur, va mettre le feu aux poudres. La ville de Portland va alors se soulever. De grandes manifestations vont avoir lieu. On ne peut pas fermer les yeux sur ce meurtre atroce. Miske, Strasser et Brewster sont arrêtés. On découvre qu'ils faisaient tous les trois partie de la fierté aryenne, la branche de skinhead, créée par Marzella, le protégé de Tom Metzger. Ils sont reçus comme des héros par les skinheads. Kenneth Miske avait 23 ans à l'époque. Il était musicien dans un groupe de métal sous le nom de Ken Death. Et à l'époque, il vivait dans le sous-sol, chez ses parents, avec sa petite amie. Il avait tout décoré avec des croix gammées, des portraits d'Hitler et des costumes nazis. Ils avaient prévu d'avoir un enfant et de le nommer Joseph, comme son idole, Joseph Mengele. Kyle Brewster avait 19 ans. Il venait d'être sacré roi de son lycée lors de la traditionnelle prom américaine. Et peu à peu, il s'était rapproché de mouvements racistes, jusqu'à intégrer les skinheads de Portland. Steven Strausser avait 21 ans, et il vivait dans la rue, en tant que punk. Il avait déjà eu un passé raciste, quand il avait agressé un groupe de noirs dans une boîte de nuit. Les trois hommes ont directement plaidé coupables pour meurtre au premier degré et assassinat, et ils ont été directement condamnés à la prison, sans plus de procès. Ken Miske sera condamné à la prison à vie pour avoir donné le coup qui a tué Mulugeta Serrao. Les trois hommes ont nié que leur acte était motivé par la haine raciale. Non, pour eux, c'était juste la rage au volant. Quelque temps après le meurtre de Mulugeta, Tom Metzger va annoncer sur sa radio « Ces trois jeunes ont fait leur devoir civique, et je pense qu'ils n'en ont même pas conscience. » Il est probable que Tom Metzger se sente intouchable pour plusieurs raisons. Déjà, Mulugeta était noir, et l'État d'Oregon a un très gros passé raciste. Un exemple vaut mieux que 1000 mots. Avez-vous déjà entendu parler des lois lâches ? Ces lois de 1848 interdisaient la présence des Noirs dans l'État d'Oregon, tout simplement. Si un noir ou une famille de noirs refusait de partir, il serait fouetté 2 fois par an, jusqu'à 40 coups de fouet, jusqu'à ce qu'il quitte le territoire. Ces lois font partie de la constitution de l'État, donc ne peuvent pas être retirées. Si vous vous demandez, l'Oregon fait partie des États qui voulaient l'abolition de l'esclavage. Je pose ça là. Donc Tom Metzger comptait probablement sur le passé raciste de l'État pour ne pas trop avoir de problème. Ensuite, Tom Metzger n'était pas sur les lieux. Il ne connaissait pas personnellement Miske, Strasser ou Brewster. Il n'a fait que diffuser des idées qu'il a le droit d'avoir, puisque cette liberté de pensée, d'expression et de presse est garantie par la Constitution fédérale, donc de tout le pays des États-Unis. Et enfin, la famille de Mulugeta était pauvre. Il ne pouvait pas se payer des avocats ou des longues procédures judiciaires. Si les trois skinheads tombaient pour meurtre, Tom Metzger était inattaquable. À Addis Ababa, Ainalem et Enoch attendaient un appel de Mulugeta pour prendre des nouvelles, comme d'habitude. Mais à la place, ils apprenèrent sa mort et les horribles circonstances qui l'entourent. Ainalem sait
que jamais ils n'auront justice. Le père de Mulugeta s'effondre, avec son fils, meurt son espoir, et ce pourquoi il s'est battu, ce pourquoi il a tenu toutes ces années. Enoch, 10 ans, comprend qu'il ne reverra jamais son papa. Son oncle se demande tous les jours comment il aurait pu protéger son neveu, comment il aurait pu éviter cela. Et tout devient terriblement sombre. Et puis intervient un homme qui n'a pas l'intention de laisser Mulugeta mourir une deuxième fois. Et son nom est Maurice Dees. Il est le fondateur d'une organisation nommée le SCLP, qui lutte contre les organisations racistes haineuses. Sa méthode est simple. Il va attaquer en justice les groupes racistes et leur faire payer des dommages si importants qu'ils se trouvent pieds et poings liés. Et devant Tom Metzger, Maurice Dees décide d'attaquer son organisation, aidé d'un autre homme, James McElroy. Les deux hommes vont alors convaincre Ein Halem de laisser Enoch porter plainte pour incitation contre Metzger, père et fils, et avoir causé la mort de son propre père, Mulugeta. Et Ein Halem va accepter. Le procès va s'ouvrir en 1990. Le bras de fer n'était pas gagné d'avance puisque ni Metzger père ni Metzger fils n'étaient sur les lieux. Aucun n'a ordonné l'agression. Ils n'ont fait que diffuser des idées racistes, ce qui est leur droit aux États-Unis encore une fois. D'ailleurs, quand on regarde les images de l'époque, les deux hommes se présentent sans avocat et lancent des remarques assez sarcastiques. Enoch, 10 ans, est pourtant présent au procès. Il observe, sur les genoux de McElroy, qui s'occupe de lui avec attention. Chacun se bat avec ses arguments. Metzger, père et fils, avance l'idée que les accusés d'avoir poussé les meurtriers à accomplir leur sale travail, c'est de la pure diffamation, et que tenir les discours qu'ils ont, c'est un droit fondamental dans la Constitution américaine. Mais le SPLC va avancer leur pièce maîtresse, Dave Mazzella, qu'ils ont envoyé à Portland pour former les skinheads à agresser, détruire, violenter, frapper, le tout en les abreuvant d'idées racistes et haineuses via leur émission et leur ligne téléphonique. 6 jours après la fin du procès, la cour rend son verdict. La famille Metzger sera condamnée à verser 12,5 millions de dollars pour avoir incité la fierté aryenne à créer une branche violente de skinhead et incité à la violence menant au meurtre de Mulugeta Serrao. L'argent devait être reversé à Enoch Serrao, 10 ans, fils de Mulugeta. Et pour vous, 12,5 millions de dollars pour la mort d'un innocent, c'est peu. Et puis quand on y pense, les Metzger ont créé un empire avec des médias, une ligne téléphonique, des interviews qui ont probablement coûté des milliers à la chaîne qui les interviewait, des skinheads un peu partout. Qu'est-ce que c'est 12 millions de dollars pour eux. Eh bien en fait, c'est immense. Les Metzger, contrairement à ce qu'ils faisaient croire, ne sont pas puissants. Ils ne vivent pas de leurs interviews, ils n'ont pas obtenu énormément d'argent de leurs médias, ne reçoivent pas beaucoup de dons. Tom Metzger était réparateur de télévision, à la base. Alors, ils font appel, et l'appel est rejeté. McElroy, l'avocat de Enoch, obtiendra 100 000 dollars. Ils feront saisir toutes leurs possessions, mais surtout la plus importante, leur maison. Et pour le symbole, ils vendront la maison à une famille de latinos. Ce procès a marqué au fer rouge une ligne entre la liberté d'expression et l'incitation à la haine violente aux États-Unis. Alors après ça, que sont-ils devenus? Ken Miske, condamné à la prison à vie et qui avait 23 ans à l'époque, est mort en prison en 2011 à 45 ans. Il n'a jamais évoqué ou éprouvé aucun remords. En 1998, alors qu'il donnait une interview à un journal, il a dit être un prisonnier politique. Steven Brewster a été libéré en 1999. Il a quitté tous les mouvements racistes auxquels il appartenait et n'a plus jamais fait parler de lui. Kyle Brewster a été libéré sur parole en 2002. Il n'a pas évolué sur ses idées. En 2008, il est renvoyé en prison pendant 6 ans pour avoir agressé un policier. Sur Facebook, le compte Oregon State a dénoncé sa présence lors des manifestations des Proud Boys, un mouvement accusé d'être masculiniste, raciste et anti-gouvernement. Tom Metzger est mort en 2020. Il reste considéré comme un homme charismatique par ses fidèles. Enoch Serrao a été adopté par son avocat, McElroy, avec l'accord de sa mère Ein Halem qui voulait pour lui une bonne vie et un avenir radieux. Il est devenu pilote pour Ethiopian Airlines et a créé sa propre famille. J'aimerais conclure cette vidéo en parlant de l'aspect qu'on oublie souvent. Mulugeta est une victime de la violence et de la haine. Plus que son crâne, c'est son identité entière qui a été fracassée ce soir-là.
par des hommes qui lui ont retiré ce qu'il était. Ils lui ont retiré le jeune homme responsable, le petit ami aimant, le papa qui attendait son fils pour lui donner la douceur de vivre, la jeunesse calme qu'il n'a pas eue. Ils ont effacé en lui l'homme travailleur, qui ne se reposait pas sur ses acquis, qui aimait danser, chanter, vivre. Ils ont tout retiré, pour ne laisser que ça, qu'une couleur de peau qui pourtant, à elle seule, ne veut pas dire grand-chose. Mais la haine est dans l'œil de celui qui regarde. Cette année, Mulugeta aurait eu 63 ans.